Donc je peux venir par exemple en 2023. Tu vois, je te mens pas, là j'ai bien 1990 kWh sur toute l'année. Ça, c'est ma consommation totale du logement. Pour un coût annuel de 497 euros. Je me permets de préciser un truc sur le coût annuel de moins de 500 euros. On est d'accord que tu te chauffes à l'électricité. Ah oui, toi, tu es à 500 euros, mais c'est pas que le chauffage, c'est tout. Le c'est le chauffage, le chauffe-eau, la cuisson, tous les appareils électriques, l'ordinateur qui est là. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est à 1800 euros sur quelqu'un qui se chauffe à l'électricité. On est à 1800 euros par an. T'es trop fort, parce que en fait, je ne savais même pas dit, mais mes voisins, là, qui ont le même appartement que moi, qui sont un ou deux dedans, ils payent 1800 euros par an. Et toi, tu as le même appartement et tu es à 500 euros par an. Et du coup, j'ai une voisine là qui est un petit peu âgée, que j'aide justement à économiser au niveau de son chauffe-eau. Je lui ai mis des programmateurs, des machins et tout ça. Et rien que l'année dernière, je lui ai fait économiser 800 kWh. Donc, fois 25 centimes, ça doit faire 200 euros, quoi. Là on parle juste sur l'électricité de 1300 euros d'économie par an. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'autonomie en ville. Et on va parler de quelqu'un qui vit dans un appartement. Donc vous voyez, je me trouve vraiment en ville. Et je me prête à faire un truc que j'ai pas fait depuis des années, c'est-à-dire prendre un RER. On a quoi là? A, B, D. Ils sont cons quoi, il manque une lettre là. A, B, il manque le C. On va prendre le RER et on va aller voir Fred, qui habite dans un appartement et qui est un autonomiste vivant en appartement et étant beaucoup plus autonome qu'énormément de gens qui vivent à la campagne. Donc l'urbain, du coup, il arrive quand même à avoir des... Parce que, plus qu'à la campagne, ouais. Ouais, parce qu'à la campagne, je trouve qu'on fait faire beaucoup plus d'écologie, parce qu'au niveau des panneaux solaires, tu fais ce que tu veux, de la récupération d'eau, tu fais ce que tu veux, enfin, tu es beaucoup plus libre, et moi, en appartement, je me sens vachement plus prisonnier, je suis pas libre de faire ce que je veux, quoi. En plus, dans une copropriété, tu fais pas ce que tu veux. Et j'ai quand même réussi, donc c'est ça que je veux montrer, à récupérer des trucs, aussi avoir le panneau solaire, à récupérer l'eau de pluie, enfin en réfléchissant, mais ça c'est 10 ans de réflexion, hein. Mais à force de réfléchir, je trouve des trucs et des astuces qui me permettent de vivre presque comme dans une maison, pas tout à fait, mais voilà. Alors que moi finalement j'ai la chance en plus ici d'avoir un parc avec un peu de nourriture, et j'ai la chance d'avoir un grand jardin botanique vraiment pas loin. Et là, j'ai des fruits, j'ai tout ce que je veux presque à volonté, oui. Et que personne ne va chercher. Je montre à plein de gens tout ce qu'il y a, et en fait, ils ne le font pas. Donc moi, en fait, je n'achète pas un seul fruit de l'année. Et j'ai des fruits bio, parce que personne ne s'en occupe, autant que je veux, avec une variété hallucinante. Hein, que ce soit des pommes, des poires, des prunes, des cornouilles, des choses des fois que je connais. Vous parlez des assiminiers. Des aziminiers avec des azimines, qui est goût de banane, c'est une petite mangue avec goût de banane, c'est extraordinaire. Les noix de pécan, il y a un pacanier ou des kakis, donc un plaque minier ça s'appelle. J'ai tous les fruits que je veux, des noix et des noisettes. Là, ce midi, tu as vu, j'ai mangé des noisettes, parce que j'en ai ramassé 4 kilos l'année dernière. J'avais pas de noix l'année dernière. Alors que l'année d'avant, j'avais ramassé 5 kilos de noix, mais j'ai peu de noisettes. Bon, ça dépend des années. Je suis pas très dans l'agriculture, mais par contre, je sais ramasser maintenant et un peu reconnaître tout ce qu'on peut manger. Et donc, même en ville, on peut manger pour pas cher et bon. Et puis récupérer des choses qui font que j'ai beaucoup de choses, en fait beaucoup trop de choses même. Ma femme, elle n'aime pas trop ça, je cumule pas mal, mais moi je suis riche de matériel qui pourront m'aider plus tard. Enfin voilà. Dans les trucs que j'ai trouvés aussi, là, dans la rue, il y avait, et je n'ai même pas réparé, il marchait directement, cet ampli audio-vidéo Samsung là. Bon, je fais la pub, c'est con, mais il marche super bien. Il y a un lecteur de DVD, CD, il y a des Bluetooth, j'ai la FM, j'ai tout. Le truc, je l'ai branché, il marchait. Donc les gens, ils jettent des choses, c'est hallucinant. Donc moi, avant, je regardais tout le temps avant d'acheter quelque chose sur le bon coin. Maintenant, je regarde d'abord dans la rue s'il n'y a pas des choses qui traînent. Moi, en plus, comme je suis en milieu urbain, du coup, les immeubles, tout de suite, tu as une grande concentration de personnes, 50, 100 personnes. Et donc, au niveau des déchets, quand le camion des encombrants passe, tu as énormément de choses dans la rue, quoi. Donc, moi, je regarde, je jette un œil comme ça, je ne vais pas fouiller non plus partout. Mais des fois, je vois un ordinateur, un écran. Des écrans, il y en a plein à la poubelle. Hein. Mais c'est fou, quoi. Donc, en milieu urbain, on a beaucoup de déchets. Et ça profite à ceux qui savent chercher ou trouver, quoi. Oui, ce que tu me disais, c'est que tout ça, c'est de la récup, en fait. Hein. Ah ouais, là, j'ai 2 écrans que des entreprises jetaient, tout simplement. Ils sont magnifiques, des 24 pouces, j'en ai 2. Et puis j'ai même mon ordinateur, regarde, il est tout en bas, là. Il est tout petit, il tient dans la poche. C'est un i7
jusqu'à 5 ans, un truc comme ça, très puissant, avec 16 Go de RAM, un SSD, tout ça, il marche super. C'est de la récup aussi, les entreprises elles jettent tout ça. Avant d'aller plus loin, et pour que vous compreniez où on veut en venir dans cet échange avec Fred, il faut d'abord que je vous donne quelques éléments de contexte. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo dans laquelle j'expliquais comment j'avais fait pour diviser par 2 ma facture EDF entre 2022 et 2023. Et dans cette vidéo, j'expliquais que le dernier poste de dépense électrique qui me restait à réduire, c'était le chauffe-eau. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en résumé, ce que j'expliquais, c'est qu'après avoir mis en place une bonne demi-douzaine de manières différentes de chauffer l'eau sans dépenser d'argent, ça m'a permis de faire des centaines d'euros d'économie sur mes factures annuelles. Et du coup, parce que précisément ça m'avait permis de mettre un peu d'argent de côté, j'ai décidé de passer à ce que je pensais à ce moment-là être le niveau technologique le plus avancé dans cette évolution sur le chemin du chauffage de l'eau, à savoir installer un chauffe-eau thermodynamique. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Fred qui a radicalement changé ma vision des choses sur le chauffage de l'eau. Et en fait, cette vidéo, elle vient de là, elle vient de cette rencontre. Et donc, c'est dans ce contexte que Fred et moi, on s'est rencontrés. Le contexte d'un échange sur un sujet très précis, c'est celui de l'autosuffisance énergétique en général, et plus particulièrement sur le chauffage de l'eau. Je vous dis ça pour que vous gardiez à l'esprit que là, dans cette vidéo, vous allez voir des points précis comme ça, mais qu'en fait, c'était pas possible de tout montrer, donc il y a énormément de choses autres que ces points que vous allez voir dans la vidéo. Parce que là, vous allez peut-être avoir l'impression que tout ce qu'on va voir tourne autour de l'autonomie énergétique, mais en fait, essayez de garder à l'esprit que c'est un biais de perception, parce que la démarche d'autosuffisance de Fred, elle ne touche pas que l'énergie. En fait, elle touche absolument tous les besoins vitaux. Le logement, l'eau, la nourriture, et même l'hygiène et la propreté. Fred couvre de manière plus ou moins efficiente le champ complet de ses besoins vitaux. Alors, il y a des trucs dans lesquels il fait beaucoup, d'autres dans lesquels il fait un peu moins, mais il fait beaucoup de choses en fait. Et par exemple, il faudrait une vidéo à part entière juste pour expliquer sur les fruits ce qu'il fait et comment il s'approvisionne en fruits. Donc voilà, je vous disais ça pour vous dire que ça va pas être possible de tout traiter en détail. Et donc si je vous parle pas d'un truc dans cette vidéo, c'est parce que c'était pas possible de parler de tout. Mais on va malgré tout essayer de couvrir un maximum de sujets. Et vous allez voir qu'on va voir pas mal de choses. Là, la vidéo dure plus d'une heure. Autre élément de contexte, c'est un élément de contexte purement physique, matériel, c'est que Fred occupe un appartement de 90 mètres carrés qui se trouve en banlieue parisienne. Donc là, on est vraiment dans le contexte d'un autonomiste urbain. Je vous ai souvent montré des vidéos d'autonomistes ruraux, mais il y a également énormément de choses qu'on peut faire en ville. Et Fred, vous allez voir, il en fait une belle démonstration. Donc si vous voulez plus d'infos sur ce que Fred fait, vous allez en description de la vidéo. Je vous ai mis le lien vers son site internet et je vous invite à aller y faire un tour parce que vous y trouverez énormément d'infos complémentaires sur différents points qu'on va aborder dans la vidéo que vous vous apprêtez à visionner. Le lien est en description donc. Donc par exemple, ça c'est un truc que j'ai récupéré au boulot, il l'utilisait pas parce qu'en fait il a une dizaine d'années, c'est 300 lumens, c'est donc assez faible et j'utilise en fait que l'hiver. Et en fait c'est entre les deux changements d'heure, c'est-à-dire que là on vient de changer d'heure là justement aujourd'hui et donc il fait jour beaucoup plus tard, il n'y a pas assez de luminosité. Mais sinon tout l'hiver, j'utilise ça, ça consomme seulement 70 watts et ça me fait un écran de 2,50 m. Oui, parce que pour 70 watts, ça c'est la taille de ta télé quoi. Ouais, c'est ça, la totalité du mur. Ça prend un peu sur la porte, enfin je fais ce que je veux de toute façon, je le rapproche plus ou moins. Et puis je me le suis fait un peu portable comme ça, j'ai une enceinte que j'ai récupérée aussi. J'ai juste rajouté une box Android et puis un peu d'électronique pour les conversions de tension, et puis le son. Et donc j'ai un truc autonome, et donc ça c'est super. Et donc ça consomme que 70 watts ce truc là. J'ai pris une ligne de PC portable, un truc Dell. Et ça marche très bien, j'en suis très content. Et alors qu'avant, j'avais une télé que j'avais trouvée dans la rue aussi, une Philips, qui consommait 110 watts. Pourtant, elle était d'une taille normale, enfin faible, parce que c'était 26 pouces, je crois. Et donc, je me suis dit, à un moment, j'ai récupéré un écran d'ordinateur qui lui fait 27 pouces, donc 1 pouce de plus. L'écran qui est ici, ouais. Qui est ici, et il consomme seulement 25 watts. Ouais. Il y a entre 110 watts et... Parce qu'en fait, dans nos télé, tu as le tuner, tu as les enceintes, tu as les machins, les bidules et tout ça. Et des trucs que tu n'utilises pas forcément. Exactement. Ouais. Alors que là, j'ai juste un écran. En plus, là, il y a un copain qui a récupéré une barre de son Samsung qui marche nickel. J'ai rien eu à réparer. Tous les trucs, là, ils fonctionnent du premier coup. C'est génial. Et puis, j'ai juste une box de mon opérateur, là. Ce qui fait que j'ai Android sur les deux. Ça me permet d'être branché sur les films, les séries, ce que je veux, quoi. Et en fait, après, au-delà du côté anecdotique de regarder un film ou une série, je pense que ce que tu veux mettre en avant par là, c'est qu'on utilise des appareils qui sont à très forte consommation, et il y a des équivalents comme ce projecteur qui va être avec une consommation beaucoup plus faible, et qui pourtant, même si la consommation elle est plus faible, elle te permet d'avoir un écran qui est aussi grand.
Exactement. Et enfin, ça, c'est des trucs aussi que j'aime bien dire quand on voit sur l'histoire récente, on va dire. Avant, on avait des télés cathodiques. Le standard, c'était 80 cm, je crois. Et ça consommait une bonne centaine de watts. Et on s'est dit, ouais, on va passer aux télé LCD, puis après aux télé LED et tout ça, ça va consommer beaucoup moins. Sauf qu'en fait, bah, c'est un peu comme tout, comme pour les voitures. Hein. La télé, elle est devenue de plus en plus grande. Et elle consomme de plus en plus. En fait, elle continue de consommer une centaine de watts. Elle est beaucoup plus grande. Mais en fait, on ne diminue pas la consommation, on a toujours plus de confort, on va dire. Donc en tout cas, ce que je voulais dire, au final, avec cet exemple d'écran qui consomme toujours autant, mais il est toujours plus grand, c'est que quand on croit que le progrès technique va nous sauver, au niveau notamment de la consommation et tout ça, en fait, le progrès technique, non, il ne va pas nous sauver, parce que l'histoire nous démontre depuis très très longtemps que en fait, le progrès technique nous permet d'avoir toujours plus. Et donc, ben, voilà, on va avoir une télé beaucoup plus grande qu'avant. Alors qu'en fait, on pourrait regarder la télé sur une télé petite. Hein. Là, j'ai une 27 pouces, je veux dire, c'est suffisant. Ouais, qui consomme autant, mais après, c'est pour ça que c'est pas une anecdote, hein, c'est un exemple pertinent. Et c'est pour ça que de passer à un projecteur comme ça permet à la fois d'avoir une télé plus grande et de consommer moins. Exactement. L'intérêt aussi par rapport à une télé, c'est que lui, il est alimenté avec une alimentation 19 volts, comme standard sur un PC, quoi. Les PC portables. Et ça veut dire qu'en fait, on peut l'alimenter aussi avec une batterie de bagnole qui fait 12, 13, 14 volts. Et donc, il suffit de mettre juste un petit rehausseur de tension jusqu'à 19 et on va y gagner grave. On va être vachement plus autonome. Ça fonctionne avec une batterie, tout simplement. Alors que ceux qui sont en 230 volts, il faut le secteur quoi, à côté. Et donc, quand on a une coupure électrique ou un truc comme ça, là, c'est... Et puis, en plus, tu vas gagner aussi en rendement. C'est-à-dire que quand je vois une télé, par exemple, en fait, ça marche en 12 volts. Souvent, les écrans d'ordinateur, c'est du 12 volts à l'intérieur. Pourtant, on prend du secteur 230 qui convertit en 12 volts. Et alors, des fois, il y a des multiples conversions qui font que de 12 volts, tu passes à 230 et de 230, tu reviens à 12 volts. Enfin, des fois, dans les camping-cars, des choses comme ça. Et je trouve ça absurde parce qu'on perd 10 à 20% de rendement à chaque fois, ce qui est quand même important. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que je m'éclaire en 12 volts. Ben, en fait, m'éclairer en 12 volts, ça me permet d'économiser la conversion. Mais c'est exactement ce que tu es en train d'expliquer. Ça permet d'augmenter le rendement parce que tu n'as pas besoin de convertir. Et donc, on gagne de l'énergie aussi, quoi, tout simplement. Et en plus de l'autonomie. Et en fait, c'est la somme de toutes ces petites... C'est la somme de toutes ces petites choses. Je trouve que ton exemple du chauffe-eau, il est bien, quoi. Parce que le chauffe-eau, c'est pas une chose que tu fais. C'est 10, 15, 20 trucs différents que tu fais. Et la somme de ces 20 trucs, ça te fait 75% d'énergie. Ouais. Alors que si tu prends chaque truc individuellement, tu vas dire, ouais, bah, c'est 10%, je vois pas l'intérêt. Ouais, très bien, c'est du 12 volts. Là, en l'occurrence, c'est du 19 volts. Ben, je vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il va gagner 10%, il va économiser à peu près 10% d'électricité, quoi. Voilà. Et j'ai additionné ça sur tous les gestes que je fais qui sont plus des gestes. Moi, c'est ça important, ça, au niveau de l'écologie, de l'économie, d'énergie et tout ça. Les gens pensent que c'est des contraintes, en fait. Non, c'est naturel pour moi, en fait. Mais tous les ans, je rajoute des petites choses comme ça, des idées que j'ai. Ouais. Et ces petits gestes-là qui sont tout simples, ça devient des réflexes. Et donc, c'est pas du tout une contrainte, en fait. Je ne me contrains pas plus. Tu vois bien, je vis tout à fait de manière moderne et normale, quoi. J'essaie de faire comprendre aux gens, en fait, qu'ils peuvent moins consommer, mais comment il faut le faire. Et donc, en fait, là, c'est des retours que j'ai. C'est des compteurs que je prête aux gens de la ville où je suis. J'en fais la promotion dans le journal de la ville ou auprès des associations dans lesquelles je suis. Et je leur dis, en fait, pour moins consommer, il faut d'abord compter. C'est-à-dire que si on ne sait pas combien on consomme, on ne peut pas savoir si on fait quelque chose, si on consomme moins après. Et c'est un peu comme le compteur de vitesse d'une voiture. Si on te dit de ralentir, faut bien que tu aies un compteur, sinon tu ne vas pas savoir à combien tu roules. Là, c'est exactement pareil. Et donc, j'en ai commandé une quarantaine. Et là, j'en ai encore quelques-uns en stock. Mais ça fait 5 ans que je le fais. Donc, les gens de ma ville, ils commencent à tous, même si on est 10 000 habitants, les gens intéressés, ils l'ont tous pris. Mais il y en a même qui l'ont trouvé tellement intéressant en fait que j'en ai plus qu'une vingtaine aujourd'hui, étant donné qu'il y en a qui m'ont dit je vous le rends pas, tu prends ma caution, je l'achète en fait. Ouais. Donc ça plaît quand même pas mal. Et en fait, le truc c'est que tu as une petite pince ampère-métrique que tu mets en fait autour de l'arrivée électrique de ton logement, appartement, maison. Donc tu prends, il y a un gros câble qui arrive d'électrique au niveau du tableau électrique avant le Linky ou après le Linky. Après le Linky, on va dire. Tu l'entoures comme ça, tu le branches sur un des 3 ports.
Parce qu'en fait, tu peux en avoir pour 3 si tu es en triphasé, mais là, c'est pour le monophasé, donc tu mets n'importe lequel. Et ça, bon voilà, tu as 2 piles là-dedans, mais qui durent plus d'1 an largement. Ça, tu le laisses dans ton tableau électrique. Et du coup, après, tu te retrouves avec un petit écran ici, comme ça. Tu vois en permanence, en temps réel, la consommation électrique de ton logement. Bah, imagine, tu regardes la télé, c'est sur la table du salon, tu vois que tu es à 100 watts. Et puis tout d'un coup, ça passe à 2000. Bah, tu te dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait, quoi, tu vois. Et il y a un consommateur qui s'est mis en route, tu sais pas lequel, tu sais pas quoi. Et donc, les familles qui ont des enfants, souvent, les enfants disent, ah, qu'est-ce que c'est? J'ai assisté une fois à ça. Et ils font toutes les pièces, qu'est-ce que j'ai allumé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais enfin, ça peut être le chauffe-eau qui s'est déclenché, ça peut être un radiateur, ça peut être des trucs comme ça. Hein. Ouais, Mais ça permet de prendre conscience en fait de ce qu'on dépense comme énergie en fait. je me rappelle une fois, j'avais installé chez une dame un truc comme ça, puis elle a dit tiens la bouilloire, parce qu'elle voyait elle avait 100 quoi, puis quand elle mettait une lumière, tout ça variait pas beaucoup, puis elle met la bouilloire, ça fait 2000 watts une bouilloire. Ah, la bouilloire, qu'est-ce que c'est énorme. Après, ça fait juste prendre conscience, mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter de faire bouillir de l'eau avec une bouilloire. Hein. Donc, mais il y a des Ouais. composants dans la maison, comme la télé ou l'écran d'ordinateur qui remplace la télé, tu le vois quoi. Et là, tu peux prendre des décisions effectivement pour changer, pour avoir le même service. Tu vois combien tu consommes avec un truc, tu dis tiens, je vais changer, je vais faire comme ça et tout, et tu vois le résultat. Et tu dis bah voilà, j'ai gagné 10%. Voilà. Sinon, tu peux pas t'améliorer si tu comptes pas. Hein. En fait, j'ai pas la place trop dans l'appartement d'avoir une marmite norvégienne. Et donc, j'ai fait un petit truc un peu approchant. C'est-à-dire qu'en fait, je l'utilise toujours la même casserole. Et donc, je la remplis d'eau, je mets le sel, parce qu'au fin souvent, je cuis du riz ou des pâtes ou des patates. Et en fait, moi, ça me permet de consommer beaucoup moins. Et ce qui fait que maintenant, riz et pâtes, je fais bouillir l'eau, je mets les pâtes ou le riz, et je coupe directement l'alimentation. Et je laisse 3 minutes, 6 minutes, 11 minutes, selon les trucs que je cuis. Et ça garde la chaleur suffisamment pour cuire sans problème. Et donc ça cuit par inertie thermique et très concrètement le riz qu'on a mangé à midi, il a cuit là-dedans. Exactement, tout à fait. Alors un autre truc que je fais encore, c'est que je récupère... je me suis dit un jour, mais attends, l'eau, là, quand je vide l'eau là, directement dans l'évier, ça part tout à l'égout, c'est de l'eau chaude. L'eau chaude, on a consommé d'énergie. En fait, quand je vide mon eau, moi je n'utilise pas d'égouttoir, hein, je fais comme ça, je récupère mon eau chaude, je mets ça là, bon là c'est un peu bouillant donc je mets des gants, et je monte ça en fait à côté de mon tapis de souris. La main elle est chaude pendant 1 heure ou 2, hein. T'as l'infrarouge là qui vient bien chauffer, c'est génial. Et oui, et c'est pas anecdotique du tout de parler de ce genre de choses, ça rejoint ce dont on parlait sur les chaussons tout à l'heure, Ouais. c'est-à-dire que la sensation de chaleur, en fait, elle permet de supporter, sans s'en rendre compte, une température plus basse. On peut être dans une pièce à 15 degrés, si on a les mains au chaud, qu'on a les pieds au chaud, ça c'est des chaussons, il me montrait ça tout à l'heure, Fred. Ce sont des chaussons qui gardent la chaleur, ça. Ouais, c'est... Bon, je peux faire... On On va n'est pas sponsorisé, on va pas mais... montrer la marque, Mais ils sont très très chauds, c'est du plastique recyclé. Et donc là, c'est vrai que je mets mon pied sur le carrelage est effectivement un peu froid, et donc ça fait une sensation de froid qui accentue l'impression qu'on est dans une pièce froide, et par contre, quand on met le chausson, ben, tout de suite on a plus chaud, alors que la température de la pièce n'a pas bougé. C'est vraiment dans la tête que ça se passe. Et ben, ce qu'il raconte là sur le tapis de souris, c'est pas idiot, parce que du coup, quand on a les mains froides, on a plus l'impression qu'il fait froid. Il y a aussi la technique de toute façon pour pas chauffer la pièce ou vivre sans chauffage quasiment. Bon, je me rends bien compte, je suis en appartement, hein, c'est-à-dire que je suis chauffé un peu de partout, gratuitement on va Par dire. les voisins. Les voisins, tout ça, mais je suis au dernier étage donc j'ai beaucoup de pertes par le toit. Et puis mine de rien, t'as des grandes baies vitrées J'ai quand même des grandes baies qui vitrées. chauffent bien, ouais. Et je suis en plus plein sud, hein, j'ai choisi l'appartement pour ça. Mais donc chauffer au plus près du corps aussi, ça c'est important. Donc d'avoir des pulls très chauds, moi t'as pas vu, mais j'ai un gros gilet pour l'hiver qui est double fourrure quoi. J'ai un pantalon aussi spécialement chaud, des chaussons donc chauds. Et si en plus pour les doigts, quand tu es sur l'ordinateur et tout ça, tu as ce qu'il faut pour te réchauffer, tu peux supporter vachement moins même que 15 degrés. Hein. Bon, donc là je finis de préparer le repas pour ce midi. Donc là j'étais en bas de chez moi, là il y a un petit parc sympa. Donc là il y a des feuilles d'ail des ours, j'ai pris plein de choses. Hein. Il y a ici... donc le l'ail des ours avec les fleurs qui commencent à sortir, là on a les bourgeons, enfin je sais pas si on appelle ça les bourgeons. J'ai de la lierre, là j'ai un peu de pissenlit, ça doit être la lierre ici, c'est bon ça. C'est une plante extraordinaire, moi la lierre c'est une des plantes magiques que j'adore. Parce qu'en fait la lierre, la feuille a goût d'ail, la branche a goût de chou,
c'est une brassicacée. Et la racine, c'est du réfort. J'ai jamais essayé, mais c'est Christophe qui le dit. C'est comme du réfort. Et les graines, quand c'est sec, vers novembre, octobre-novembre, c'est ce qui remplace la moutarde. Et donc d'ailleurs on manquait de moutarde à un moment, tu sais, au problème de Canada pendant le Covid, là, je disais j'en ai plein en bas moi. Et il suffit de mixer ça avec de l'huile et ça fait de la moutarde. Mais c'est surtout, d'ailleurs j'en ai des graines d'alière, tiens regarde. Ici là c'est des graines d'alière, t'as déjà goûté? Tu connais évidemment j'imagine. Non. Non, tu connais pas les graines d'alière? Les graines d'alière, non. Regarde, voilà, alière, c'est écrit. Ouais. Et donc là, tiens vas-y, t'as qu'à goûter ça. C'est vrai que ça pique bien sous la langue et tout, c'est super bon. D'ailleurs, je pourrais en mettre quelques-unes dans la salade. Apparemment, il ne faut pas en manger de trop, enfin, je pense en grande quantité, hein, parce que c'est une histoire d'acide, je sais pas quoi, la comédie. Alors, ça n'arrive pas tout de suite. Hein. Ah, si, oui, ça pique effectivement, ouais. T'es d'accord? C'est sympa. Hein. Alors là, j'ai même en bas de chez moi, là, on voit les petits trucs rouges là. Alors, c'est du poivre que j'achète, ça, normal, classique, quoi, que j'ai mis dans un poivrier. Fort. Ah oui, c'est fort. Ah, diantre. Je m'y attendais pas. Et là, donc, c'est pire. Ouais. Là, c'est du poivre de Sichuan. Ouais, j'ai un poivrier de Sichuan, ouais. J'en ai deux même en bas, là. Et donc, ça, j'ai de la chance. Et donc, je vais mettre un peu de poivre dans la salade. C'est assez sympa. Le poivre du Sichuan, ça va. Tout de suite, tu sens. Ça dégage une odeur très agréable. Et alors, ça, c'est du kéfir, c'est ça? Ouais, là, je suis en train de préparer du kéfir. Donc, le kéfir, moi, j'adore. Ça fait 10 ans, je pense que j'en fais toutes les semaines parce que c'est un être vivant. Et donc, c'est des graines qu'on stocke, en fait, dans un petit bocal comme ça, là, d'eau, au frigo et avec du sucre. Ça se nourrit de sucre, en fait. Et donc, quand je l'aurai filtré et passé, c'est-à-dire que là, en fait, j'ai juste à le passer dans une bouteille comme ça, d'accord, avec un filtre à café permanent, puis un entonnoir, je mets l'eau dedans, et donc ça donne un liquide ultra méga riche en bactéries, en bonnes bactéries, en probiotiques en fait, beaucoup plus que le yaourt. Quand je regarde la quantité de bonnes bactéries qu'il y a là-dedans, mais par rapport au yaourt, ça n'a rien à voir, quoi. Et c'est un petit peu alcoolisé, ça s'alcoolise naturellement, mais légèrement, ça doit être 1 degré peut-être. Et c'est super bon, c'est un super goût et c'est pétillant. Alors moi j'aime pas trop le pétillant, c'est très pétillant. Mais c'est plus ou moins pétillant, c'est-à-dire que si je l'ouvre là je l'ai mis hier seulement, donc là dans l'après-midi ça va être bon. Là ici, normalement, quand le goût est fin, là, on voit bien que ça pétille bien et ça peut même déborder. Hein. Ça va pas déborder là, ça va. Mais je le mets sans figue, normalement on met une figue et quand la figue arrive en haut, le kéfir est prêt. Moi je mets même pas de figue, je mets que du sucre et un jus de citron, c'est tout. Et voilà. Et donc après, je le mets 24 heures comme ça, 24 heures au frigo quand il est passé, et après, c'est un petit délice, et c'est très bon pour la santé. Bon là, j'ai des graines germées, donc là, des graines germées, j'ai un peu de tout. J'ai d'alfalfa, j'ai du radis, et j'ai mis aussi des lentilles. Le bio, hein, tout est bio évidemment. Donc ça, c'est sympa. Alors, moi, j'adore les graines d'alfalfa. Alors moi, ce que je me suis rendu compte, c'est pas prévu pour ça. Moi, j'ai du cholestérol. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en mangeant des graines germées, je pense que c'est l'alfalfa surtout, mon taux de cholestérol avait bien baissé, fortement, hein, genre 0,2 g de LDL en moins, ce qui est quand même pas mal et intéressant. Donc j'ai découvert ça, je l'ai dit au docteur d'ailleurs, qui ne savait pas forcément. Donc là, si je continue, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai aussi, alors j'ai une petite plante là sur la terrasse qui est sympa, c'est une menthe en fait, mais qui va avec le salé. C'est-à-dire que moi, la fille qui m'a donné ça, qui aime beaucoup les plantes, qui a fait des études dessus, elle appelle ça en fait du basilic éternel. C'est-à-dire que j'en ai tout l'hiver. Donc là, j'en ai plein sur la terrasse, et en fait, j'en ai toute l'année. Donc c'est génial, et ça n'a pas goût de menthe. Mais on voit bien que c'est une lamiacée, c'est tout pareil, quoi. Mais bon, le basilic, c'est une lamiacée aussi, c'est-à-dire les feuilles alternes, opposées. Alors j'ai un petit peu de Gaï Gratron, je prends la tête, parce que ça n'a pas bon goût, je trouve, mais spécialement. Mais par contre, sous la dent, c'est très agréable. C'est intéressant parce qu'en fait, là, la seule chose qui est achetée là, c'est le riz. C'est le riz, quoi. Ouais. Parce que le riz, on peut pas faire pousser du riz, c'est très compliqué. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que sinon, c'est des plantes sauvages comestibles, des graines germées, ce genre de choses, quoi. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a un peu de pissenlit, il y a, comment ça s'appelle, j'en ai sur la terrasse, là, tu le vois ici. Comment ça s'appelle ça déjà? Même ça goûte citron, tu sais. La mélisse, ouais. Donc il y a de la mélisse. J'ai mis quoi d'autre sinon?
Bon, je sais pas, j'ai pris un peu tout ce que je trouvais, quoi. Hein. Ah, j'ai mis des feuilles de berce aussi, ça c'est bon, ça donne un petit goût agrume, j'aime bien moi, la berce. Ouais. Donc voilà, moi j'ai juste mélangé avec de la vinaigrette et puis voilà, hein, c'est tout. Alors là, c'est intéressant, faut juste préciser pour donner un élément de contexte. On est à 250 mètres de ton appartement là? Ouais, on est juste en bas, oui, c'est juste à côté de chez moi. Et ici, en fait, quand je fais mon repas, au lieu d'aller très loin dans la forêt, c'est juste un parc où il y a beaucoup de choses à prendre. On va voir, là, il y a du gaillet gratteron. Ici, là, par exemple, tu as du gaillet gratteron. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le gaillet gratteron, on dit que le velcro a été inventé grâce à ça, parce que ça accroche bien, mais vraiment bien. Et puis, on peut manger la petite tête du dessus, là, c'est assez sympa. Il y a de l'ail des ours, ça on en voit partout, hein, c'est ce qui ressemble au muguet, on en a à perte de vue presque, hein, si tu regardes là, un peu plus loin là, c'est que ça, il y a un peu de violette là, mais sinon c'est que de l'ail des ours. En plus c'est sympa, là on a une période où il commence à y avoir des petits boutons là, donc ça c'est super puissant, hein, t'en as mangé ce midi, ça arrache bien. Il y a des ronces aussi, mais si on cherche un peu mieux, il y a du lierre terrestre. Il y a de la berce. Oui, t'as dit qu'il y avait de la berce, oui. Ouais, la berce, bon là on est fin mars, début avril, mais c'est vrai que la berce c'est plutôt fin avril on va dire, là ça devient grand et ça devient des vrais légumes sympas et tout. Et c'est un bon goût, c'est agréable. Hein. Et le lierre terrestre j'aime beaucoup aussi. Il y a de la lierre, hein, j'en parlais ce midi, qui est une plante un peu magique. Le plantain c'est trop ras du sol, donc avec tout, surtout quand on piétine là, donc il y a beaucoup de chiens, tout ça, bon j'en prends pas trop, donc j'en fais pousser sur ma terrasse plutôt. Et tout ça c'est des mauvaises herbes hein, pour les gens qui ont des jardins, alors que ce sont des herbes sauvages excellentes. Et le plantain notamment, moi j'adore parce que ça a goût de champignon, c'est bon. Je suis un peu asthmatique, pour les bronches, une tisane de feuilles de plantain c'est très très bon. Et puis surtout c'est magique parce que quand c'est piqué par une ortie, un moustique ou n'importe quoi, on extrait un peu le jus comme ça, on frotte dessus et instantanément ça gratte plus. C'est vrai, hein, c'est magique. Et donc il y a plein de plantes comme ça là, dans les parcs en région parisienne, un peu où on veut. Oui, ce que je te vantais tout à l'heure, le jus de pomme qu'on faisait avec le gaillet gratteron tout à l'heure, là je vois qu'il y en a plein, ouais, c'est pour ça. Ouais, donc attends, je vais m'en prendre tout de suite, hein, comme voilà, ça. En fait, t'en prends une bonne tripotée, tu le rinces un peu quand tu arrives chez toi quand même, quoi. Ouais. Et tu le laisses dans de l'eau froide, que tu mets au frigo pendant 24 heures. Et puis le lendemain, ton eau, elle aura pris un goût qui est un mélange entre le jus de pomme et la banane verte. Je vais essayer ça. Hein. Moi, pendant le confinement, quand on a eu le Covid et tout ça, les magasins, même ici, quoi, ils étaient assez vides, hein, il n'y avait plus grand-chose. Hein. Et donc, c'était une période, c'était en mars, commençait à être le printemps, il y avait des plantes et tout ça, et j'en profitais en tout cas. Et comme je te disais, les jeunes feuilles aussi de tilleul, comme c'est un moment en mars où on a un peu des bronchites, des trucs comme ça, il y avait des jeunes feuilles de tilleul déjà, j'en mangeais comme ça, et ça se soigne super bien. Ça c'est Christophe qui nous a appris ces trucs-là. Christophe en parle très bien, effectivement. Mais ceci pour dire que même en milieu urbain, même en vivant en appartement, il y a des choses possibles sur l'autonomie alimentaire. En plus, les gens ne se rendent pas compte, c'est des goûts qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, quand j'ai découvert tout ça, c'est génial, quoi. J'ai en face de chez moi un sureau. Le sureau, c'est extraordinaire. Justement, on fait exactement la même chose avec les fleurs de sureau. Ouais. Le sureau, normalement, ça se reconnaît assez facilement si vous cherchez un peu. On met les fleurs de sureau blanches qui sortent en juin dans de l'eau. On les met au frigo pendant 24 heures et l'eau, elle a le goût donc de litchi. Je te l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de me répéter. Mais par contre, après, si on n'a pas enlevé toutes les fleurs, on a les fruits vers le mois de juillet-août et je fais du sirop de sureau avec ça. C'est super simple, hein. Tu mets ça dans de l'eau et du sucre et ça je m'en fais 2 bouteilles tous les ans. Et après la baie de goji au monde, c'est le fruit qui a le plus d'antioxydants. D'accord. Et donc on appelle ça le sirop antigrippal quoi. C'est vraiment le sirop de l'hiver. Mais franchement, en plus c'est super bon, c'est un goût nouveau qu'on connaît pas quoi. Ouais. Donc on découvre des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, c'est super sympa. Et à bouffer, là, il y en a des tonnes, hein, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais tout ça c'est de l'ail des ours. Hein. Il y en a beaucoup plus même que ça. Ah ouais, le parc est immense et c'est rempli. Donc là, j'ai récupéré sur le Bon Coin dans une cave un vieux panneau solaire. Me permettre d'interrompre juste un instant, c'est pour montrer aux gens en fait, t'as un petit balcon en fait.
c'est pas très large, ça fait 1 mètre de large à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc le panneau, tu l'as installé ici, ouais. sur le balcon. Et donc mon idée, c'était comment faire dans un appartement pour avoir un panneau solaire, parce qu'on n'a pas un toit, tout ça, c'est compliqué. Je voulais pas le mettre en façade pour pas avoir de problème avec les gens et tout. Et donc l'idée, c'est de récupérer ce panneau allemand, de fabrication allemande, de très bonne qualité en fait. Et donc mon idée, c'était d'en faire une table solaire. C'est-à-dire que j'ai acheté sur le bon coin une table en alu. J'ai enlevé le dessus. On a fabriqué, on va le voir par l'intérieur, ce sera peut-être plus facile, des supports qui permettent en plus de l'orienter selon les saisons et les mois. Bon, pour pas prendre de risque avec le vent, je me mets à 45 degrés au maximum pour l'hiver. L'idéal, ce serait 70 degrés. Mais par contre, je peux redescendre à 0 degré, donc l'été, je mets à 20 degrés à peu près. C'est un panneau de 225 watts crête qui me produit 180 watts en standard, enfin tout le temps quoi. Mais je vois des pics après un nuage quand il est froid, il monte à 220, 230 sans problème quoi. Et donc on peut habiter un appartement et produire et avoir un solaire. panneau solaire. Ouais. Alors pour que les gens voient à quel point c'est simple d'utiliser un panneau solaire en fait. Donc j'ai un panneau solaire, tu vas me suivre. Et on va voir ici, là, tu vois, tu as un micro-onduleur. Donc ça s'achète sur d'occasion sur le bon coin aussi à 60 €. Sinon, neuf, c'est dans les 150 à 200 €. Et ce micro-onduleur, il est simplement... Donc là, il y a les 2 fils du panneau solaire qui sont branchés sur le micro-onduleur. Donc il est en 30 volts, on va dire. Et le micro-onduleur, lui, il transforme les 30 volts continus en 230 alternatifs via ce câble qui est branché sur la prise électrique de la maison. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que là, en ce moment, j'ai à peu près 170 watts qui rentrent dans ma maison. Et comme je consomme, il y a le frigo qui peut fonctionner, il y a les box et tout ça. Et puis, tout ce que je consomme pas, ça vient chauffer le ballon d'eau chaude. Alors, on appelle ça un PV routeur. PV, c'est photovoltaïque. Donc, surplus... On peut le voir peut-être Oui. Ici, on voit clairement que je consomme 0 en fait, avec le Linky là. Et là, c'est passé à 318, mais en fait, en réalité, je consomme, on le voit ici, 10 watts. Mon panneau solaire, il produit beaucoup trop d'énergie en ce moment par rapport à ma consommation. Et j'ai pourtant le frigo qui fonctionne. Donc là, il alimente la maison, c'est-à-dire les 50 watts que j'ai de base dans la maison, c'est-à-dire la box internet, les réveils, les machins, etc. Plus le frigo qui fonctionne. Et il y en a encore de trop, avec un seul panneau, donc qui doit faire en ce moment 170 watts. J'ai trop d'énergie, donc ça va chauffer mon ballon d'eau chaude. Et donc mon PV routeur, pour savoir si effectivement il est en train de chauffer, j'ai une petite LED là qui marche en 230. Et donc là on entend le grésillement, je sais pas si tu l'entends. J'entends le grésillement, mais le grésillement, c'est parce que c'est un courant très haché. Tu sais que c'est en train de chauffer parce que la LED vient de s'allumer. Voilà. Et si on va au chauffe-eau, on entend en fait le grésillement de la résistance parce que c'est un courant haché qui va l'alimenter. Et ce que tu consommes, donc, c'est... Là, en fait, 330, en fait, c'est pas vrai. C'est un sujet qui est important. Ouais. Le Linky, on va l'aborder tout de suite. Le Linky, contrairement au compteur qu'on avait avant, le compteur blanc électrique, je ne parle pas du compteur des années 50 qui tournait, mais le compteur blanc électrique, il donnait des watts comme information. Ouais. Et le Linky ne donne que des voltampères, il ne donne plus des watts. Pourtant, on paye des watts. Ouais. D'accord, des wattheures, on paye. Ouais. Des kilowattheures, exactement, parce que c'est 25 centimes le kilowattheure. Et pourquoi ? On peut se poser la question. Est-ce que par hasard, demain, on ne va pas payer des voltampères, donc des kilovoltampères ? Eh bien, c'est une bonne question, et j'ai déjà entendu ça, qui peut être un futur gros problème pour tout le monde, parce que les voltampères, s'ils ne changent pas leur tarification, alors que là, je suis en train de consommer 38 watts et il m'affiche 330 voltampères, s'ils ne changent pas leur tarification, donc on est à 25 centimes du kilovolt ampère au lieu du kilowatt-heure, ça ne va pas faire la même facture à la fin de l'année. Quand je coupe ma plaque à induction, et j'invite tout le monde à le faire, pour ceux qui ont une plaque à induction, la plupart sont assez mal foutus, ils ont fait des économies sur des composants, et donc quand on n'a pas de panneau solaire, qu'il n'y a pas de soleil particulièrement, moi ça affiche à peu près 300 voltampères quand je consomme mes 50 watts, donc j'ai un COSFI qui n'est pas très bon. Quand je coupe la plaque induction de 330, je passe à peu près à 180. C'est-à-dire que j'ai 150 VA ponctionnés entre guillemets, ça me coûte rien parce qu'en fait je paye des watts. Et ça consomme, ma plaque induction elle consomme même pas 1 watt quand elle fait rien, quand elle est éteinte. Même 0 watt je pense qu'elle consomme. Par contre elle consomme entre guillemets 150 VA.
Donc tu imagines tous les gens qui ont une plaque à induction, si demain on est facturé en VA, c'est chaud. Ça fait beaucoup d'argent. 150 VA, ça représente 200-250 euros si les VA sont au même tarif que les kilowattheures, quoi. Ce qui m'intéressait, c'est que tu expliques, que tu commences par expliquer ça. C'est chacun de tes radiateurs, tu en contrôles individuellement Ouais, tout à fait. le fonctionnement. Donc en fait là, c'est une petite carte que j'ai fabriquée qui est simplement contrôlée en fait avec un Arduino, comme on voit ici. C'est un petit microcontrôleur qui vaut 2 ou 3 euros sur AliExpress. J'ai juste 5 LED et puis 5 optocoupleurs. Et en fait, avec ça, je contrôle individuellement chacun de mes radiateurs de l'appartement. Alors qu'en fait, dans le commerce, il n'existe que des programmateurs comme ça. On voit, il n'y a que zone 1 et zone 2. Et il n'y a pas plus de 2 zones en fait, ça n'existe pas. Pour contrôler les fils pilotes, sachant que le fil pilote c'est une technologie franco-française comme le Minitel, il n'y a que la France qui a ça, donc quand on achète un radiateur il est forcément pour la France. Et donc c'est assez facile de contrôler les radiateurs individuellement et ça permet de chauffer que la pièce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et donc ça j'en suis très content, ça m'a fait faire déjà beaucoup d'économies et avec ma domotique j'ai mis plein de règles qui permettent d'allumer tel ou tel radiateur selon telle ou telle heure ou selon telle météo, etc. La domotique qui contrôle notamment ça, c'est un Raspberry Pi, un petit ordinateur qu'on utilise beaucoup comme serveur parce qu'il consomme que 3 watts, c'est vraiment ridicule. Un ordinateur complet où on peut mettre un disque dur, une souris, clavier, etc. La différence avec un ordinateur normal, outre le fait qu'il soit plus petit, qu'il consomme moins et qu'il coûte moins cher, c'est qu'en plus il a 40 broches derrière qui permettent de brancher un peu ce qu'on veut. Donc là par exemple j'ai branché mon Linky, donc le Linky, le compteur qui est juste au-dessus, il est branché avec 2 fils comme ça que j'ai récupéré, et j'ai branché aussi la sonnette de mon appartement ainsi que le détecteur d'ouverture et de fermeture de la porte d'entrée. Et donc avec ce Raspberry Pi, comme je suis connecté au Linky, je sais combien je consomme de watts à la minute près. Et donc je contrôle chacun des radiateurs que je peux contrôler à la voix, que je peux contrôler avec une vieille télécommande de PC qui marche en 433 MHz, parce que moi j'ai choisi cette technologie comme pour la domotique. La plupart en fait on contrôle à la voix tous les éléments. Et ce que tu vois au-dessus, en fait, c'est le PV routeur. Alors, le PV, c'est photovoltaïque. C'est un routage de l'excédent de ma production de panneaux solaires. C'est-à-dire que là, c'est un boîtier, ça n'a rien à voir, ce que j'ai trouvé à la poubelle. Dedans, en fait, il y a encore un petit Arduino comme ça, là, qu'on voit ici, le bout, qui vient contrôler un hacheur, un triac, en fait. Donc, c'est un composant électronique qui vient moduler l'électricité pour sortir les watts qu'on veut. Et donc les watts qu'on veut, c'est un petit programme avec plein de trigonométrie, un truc assez compliqué que je ne maîtrise pas du tout, mais qui est sur Internet gratuitement. On met ce programme dans l'Arduino, on a quelques paramètres à mettre, et il va dire à la petite carte de puissance d'envoyer tant de watts sur mon ballon d'eau chaude. Donc comme mon panneau solaire débite 100 watts de trop, produit 100 watts de trop par rapport à ma consommation, et les 100 watts, au lieu de les injecter chez EDF gratuitement, il va les envoyer vers mon ballon d'eau chaude. Et comme ça, j'aurais respecté mon contrat, parce que quand on a un panneau solaire, on signe un contrat électroniquement en fait. C'est même une déclaration, ça s'appelle un contrat d'autoconsommation sans injection. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit auprès de Enedis, qui est légalement obligatoire. Ça coûte rien, on ne te demande pas d'argent, mais c'est légalement obligatoire. C'est juste une déclaration à faire. Et puis c'est aussi pour informer Enedis, s'il y a un électricien qui intervient sur le réseau, il faut qu'il sache quand même qu'il y a des panneaux solaires et qu'ils peuvent injecter sur le coup. Parce que quand il y a une coupure électrique, comme je disais, le panneau solaire il produit pas d'électricité, il peut pas, parce que justement il y a une protection, c'est ça qu'ils veulent comme preuve. Pour protéger la maintenance. Ouais. Donc il y a une protection qui fait que s'il y a une coupure électrique, on ne produit pas d'électricité sur le réseau. Donc on déclare donc sans injection, et donc j'injecte rien grâce à ce PV routeur, ce qui fait qu'aussi j'autoconsomme 100% de ma production. Mais quelqu'un qui a surdimensionné son installation solaire, jamais il pourra autoconsommer 100% de sa production, parce que son ballon d'eau chaude, par exemple, celui qui a 3000 watts, par exemple, sur son toit, son ballon d'eau chaude, à 11h, il sera chaud, et après, il va mettre où le surplus.
À la limite, dans un radiateur, si c'est l'hiver, pourquoi pas un radiateur électrique. Mais en fait, faut tout le temps dimensionner par rapport à son talon de consommation, à sa consommation de base, le panneau solaire qu'on va prendre pour pas trop produire. Mais c'est bien de produire un petit peu plus parce que de temps en temps on a besoin d'électricité un petit peu plus ou charger une batterie en tout cas. Si tu prends quelque chose qui est au-dessus de ton talon de consommation, alors toute l'électricité au-dessus du talon de consommation, mis à part les usages ponctuels lorsque tu vas allumer un appareil, ton four à pain par exemple tout à l'heure, tout le reste ça va être perdu en fait. Exactement. Et du coup, ça t'aide pas à rentabiliser ton investissement qui a été dimensionné par rapport à cette trop grande production, quoi. Oui. Alors que moi, avec un seul panneau solaire, j'ai rentabilisé en moins de 5 ans mon panneau solaire. Parce que tu t'es concentré sur le talon de consommation et que tu l'as fait significativement diminuer. Et en plus que je l'ai acheté d'occasion aussi. Ouais. Donc j'ai optimisé au maximum, quoi. Et là ici, c'est ma première impression 3D que j'ai fait faire imprimer il y a très longtemps. Parce que comme j'ai la chance d'être dans un appartement en fait, qui est récent, j'ai des prises RJ45 dans toutes les pièces qui par défaut sont câblées qu'avec 2 fils pour faire passer le téléphone. Donc moi je me suis empressé de les câbler entièrement, parce que tous les fils y sont, il suffit juste de mettre les fils où il faut. Et en fait les prises RJ45, il y a 8 fils dedans, et pour faire passer du 10 gigabits. Et en fait on a besoin de 100 mégabits et encore même pas. Et donc j'ai pris les fils 7 et 8, les 2 derniers fils, et ces 2 derniers fils, j'ai branché dessus un capteur de température qu'on appelle One Wire. C'est Dallas qui fait ça, c'est hyper vieux, c'est hyper connu. Et il n'y a que 2 pattes dessus, il n'y a pas de pile, il n'y a pas besoin d'électricité. C'est ça qui m'intéressait. Et donc les 2 derniers fils, je les ai soudés, ou on peut les pincer sur cette petite tête. Tu montreras peut-être une photo de ce truc-là qui est tout petit, ouais, qui est dans le mur. Et donc je récupère ici les 2 fils. Et en fait, ça c'est un séparateur que j'ai fabriqué. Là j'ai donc les 6 fils du réseau, et là j'ai les 2 fils de capteur de température. C'est comme ça m'a permis de faire une séparation. Et ici j'ai un switch classique, quoi, où là j'ai le tout normal. Et ça, je récupère en fait tous ces fils, ils peuvent être mis en parallèle, parce qu'en fait ces petits capteurs de température, ils envoient leur numéro qui est unique au monde. Ils ont chacun un numéro unique en hexadécimal. Et la température. Et ils l'envoient toutes les 30 secondes, au quart de degré près. C'est un truc qui est très utilisé vraiment. Et donc c'est branché encore sur les broches que je disais de mon Raspberry Pi. Et lui, le Raspberry Pi, il a un logiciel qui permet de lire ça. Et comme ça, je vois toutes les 30 secondes la température de toutes mes pièces. Donc ma domotique, c'est ça. C'est aussi la température extérieure, les prévisions météo. Donc de tout ça, on peut faire beaucoup de choses. Et l'ensemble de ces paramètres, ça te permet d'ajuster la température et de faire des économies de chauffage. Voilà, ça fait faire des économies. Et en plus, tu sais quoi, c'est connu d'ailleurs, hein. Quand tu veux ces trucs-là, tu demandes des échantillons et ils te les envoient gratuitement. Ouais. Donc j'en ai demandé 5, j'ai eu gratuitement. Donc c'est gratuit, ça coûte un temps, quoi. Okay. Donc c'est génial. Et donc là, j'ai juste... Tu restes sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Je vais juste mettre une seconde la bouilloire. La bouilloire, elle fait 2000 watts. Direct, ça lui a coupé la chic. Il a vu 2000 watts, donc il a coupé direct le PV routeur. Et je suis revenu à 10 watts de consommation. Mais tu vois, il n'y a pas de soleil du tout, là. Je suis toujours à 50 watts de consommation pour les trucs, là, parce qu'il n'y a pas le frigo qui fonctionne encore. Et j'ai que 1 watt ici de consommation. C'est-à-dire que le panneau solaire, là, alors qu'il n'y a pas de soleil, il compense la totalité de la consommation de l'appartement. Il n'y a pas de problème. Le sujet du chauffe-eau, pour moi, c'est le sujet principal, parce que comme j'ai réduit grandement par optimisation, puis aussi par simplement température, j'ai baissé grandement la consommation de chauffage. Et le deuxième poste de loin après, c'est effectivement le chauffe-eau. En fait, le chauffe-eau, il y a un problème, c'est qu'ils sont ultra surdimensionnés. Dans un appartement comme le mien, qui est fait pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants, il y avait 250 litres. 250 litres, il faut se rendre compte que ça représente à peu près 500 litres d'eau à 40 degrés. Donc 500 litres d'eau à 42 à 4 personnes, qui en plus ici, j'ai les heures creuses la nuit et l'après-midi. C'est-à-dire qu'il y a en gros 500 litres d'eau à 40 degrés le matin et 500 litres d'eau le soir. Donc tu te dis, c'est complètement absurde, quoi. Je veux dire, on ne peut pas consommer autant d'eau. Et je me suis rendu compte que sur les ballons comme le 250 litres par exemple, il y a à la fin, vous regarderez pour ceux qui ont un ballon électrique, à la fin du mode d'emploi qu'on peut retrouver sur internet, il y a marqué la consommation sur 24 heures sans rien faire, sans rien toucher, en statique ils appellent ça, pour garder une température à 60 degrés. La consommation en 24 heures d'un 250 litres, c'est entre 2 et 2,5 kWh. C'est énorme. Si tu rapportes ça à 365 jours, ça te fait quasiment 1000 kWh. 1000 kWh à 25 centimes, ça te fait 250 € de perdu. C'est-à-dire que tu n'as pas tiré d'eau chaude, tu as 250 € déjà de factures qui sont parties.
Donc moi en fait j'ai décidé de vendre celui que j'avais, qui était neuf, sur le bon coin, et j'en ai acheté un qui faisait 100 litres. Je voulais 50 litres. Je me rends compte même moins que 50 litres, ça m'aurait suffi pour nous deux, ma femme et moi. Mais ma femme, elle avait un 75 avant, et elle me disait qu'elle arrivait au bout. Donc j'ai dit bon, elle voulait que j'ai 100 litres. Alors j'ai pris 100 litres. Et il se trouve que 100 litres, c'était 2 fois trop grand. Ce qui fait que j'ai mis un petit programmateur avec ma domotique là, et je le chauffe que tous les 2 jours. En chauffant tous les 2 jours, on peut faire tous les 2 notre douche tous les matins. On n'est jamais à court d'eau chaude. Et comme en plus, moi, je te montrerai, mais ma douche, moi, c'est avec un pommeau spécial et tout ça. Ma douche avec les cheveux, tout ça, tous les jours, c'est 7 litres. Ma femme, elle était à 60 litres, maintenant elle doit être dans les 20 litres, un truc comme ça. Donc on peut faire des choses, sans faire d'efforts, on fait la même chose qu'avant. Donc on a divisé largement notre consommation d'eau et donc d'eau chaude. Donc du coup, un ballon de 50 litres pour deux, ça suffit largement. Moi j'ai 100 litres. J'ai décidé de le surisoler, parce que comme je disais, donc la perte la perte thermique est énorme sur un ballon, parce qu'ils ne sont pas très bien isolés. J'ai récupéré dans des garages de copains 10 cm de laine de verre, il n'y a pas besoin de grand chose. Et puis aussi, ça c'est important, un isolant multicouche comme on dit, donc c'est métallique, et ça garde des infrarouges à l'intérieur en fait. Donc toi c'est scotché, c'est mal fait, je ne suis pas du tout bricoleur. Mais bon, ça garde bien la chaleur, enfin en tout cas mieux. Et à chaque fois que j'ai fait quelque chose, que ça s'est pas fait en une seule fois, j'ai d'abord acheté un 100 litres, après j'ai chauffé tous les 2 jours, après j'ai surisolé, et tout ça sur plusieurs années. Et à chaque fois j'ai gagné 10 à 20% d'économie. Ce qui fait que là maintenant je sais que quand il est bien enfermé dans son placard, avec l'isolant, si je suis pas là, je suis en vacances, je le vois clairement sur ma domotique, il perd 600 Wh par jour, au lieu de 1,6 kWh par jour, parce qu'il est donné pour 1,6 kWh de perte par jour. Alors, en le surisolant, donc c'est quand même pas mal. Ça fait quoi, 60% d'économie à peu près? Ouais, c'est ça doit faire ça, ouais, à peu près. Et donc on le chauffe entre tous les 2 jours. Je répète juste le chiffre pour que les spectateurs comprennent, on parle de 60% d'économie. Ouais. Ouais. Alors en fait, maintenant que tu dis ça, ça doit être autre chose. Non, je pense que... Non, c'est parce que je chauffe tous les 2 jours aussi. C'est ça le plus gros. D'accord, donc en fait, c'est la combinaison. C'est ouais. le fait de chauffer tous les 2 jours... Et la surisolation. Oui, mais la surisolation, le chauffe-eau doit rester à température constante, pour des raisons légales en plus, et puis sanitaires, pour pas qu'il y ait la légionellose qui se développe. Mais la surisolation permet de chauffer tous les 2 jours. Parce que s'il n'était pas surisolé, il faudrait le rechauffer régulièrement. Je chaufferais tous les 2 jours aussi, parce que j'aurais quand même de l'eau chaude tous les 2 jours. C'est-à-dire que là, en fait, je pourrais peut-être même le chauffer, quand je suis tout seul, en tout cas, je le chauffe tous les 3 jours. Ouais. C'est possible. Mais la surisolation ne permet pas beaucoup plus que ça. Non, le plus gros gain, en fait, c'est le fait de chauffer tous les 2 jours. D'accord. Parce que mon ballon est surdimensionné. D'accord. Malheureusement, malgré que j'ai acheté, je voulais faire plus petit. D'accord. Mais c'est ça mais la surisolation, moi j'estime, alors je suis déjà dans un placard, j'ai gagné 15%. Ouais. Quelqu'un qui a, comme beaucoup de gens, ça dans un garage, là tu es plutôt à 20 ou 30% de gain à mon avis. Mais le fait de chauffer tous les 2 jours, c'est énorme ce que ça fait gagner. Et alors les gens qui ont les heures creuses la nuit et l'après-midi, faut chauffer que la nuit ou que l'après-midi, mais pas les deux, ça dépend de quand vous faites votre douche. Ouais. Autant chauffer le plus près de la douche évidemment, ça c'est important. Il y a un petit sujet aussi sur les heures creuses et les heures pleines. Je me rappelle ici dans ma ville, j'avais dit au pif comme ça, 90% des gens ils se font avoir avec les heures creuses. Et 2 mois après, il n'y a que Choisir consommateur qui avait sorti une étude qui disait que 86% des gens y perdaient avec les heures creuses. Donc il y a un calcul à faire à chaque fois pour chaque personne, parce que pour que ce soit rentable les heures creuses, même si ces derniers temps ils ont favorisé plus les heures creuses, ils ont un petit peu changé leur paramétrage au niveau de la tarification, mais faites un calcul, c'est pas compliqué, vous prenez votre facture, sur la facture quand vous êtes aux heures creuses, aux heures pleines, vous avez donc les heures creuses et les heures pleines, et vous avez le total des consommations de kilowattheure. Vous multipliez ça par le tarif de base qui est en PDF sur Internet, vous comparez avec ce tarif qui est sur Internet, les heures creuses et les heures pleines, et vous voyez la différence, si c'est intéressant ou pas. Moi personnellement, avec les heures creuses, je gagnais 5 € par an. Avec toutes les contraintes que ça veut dire, parce qu'évidemment quand on prend les heures creuses, moi je me mettais des contraintes, la machine à laver pendant les heures creuses, etc., etc. Et puis le chauffe-eau qui est pendant les heures creuses. Mais en fait, non, c'est pas très intéressant. Non, puis il y a un autre truc qui est tout bête aussi, c'est que les heures creuses correspondent très rarement au temps pendant lesquels il y a de la production solaire. Or, toi, tu as quand même un appoint qui est fait par l'énergie solaire. Il y a beaucoup de gens qui sont autonomistes, qui utilisent énormément le soleil.
Et donc, être en tarif heure creuse, heure pleine, si on a des panneaux solaires, c'est pas intelligent en fait. Ouais, non, ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire sur le chauffe-eau. Il faut qu'il soit plus petit, qu'il soit bien isolé, dans un placard idéalement. Bon, il y en a par contre, ils ont ça dans leur chambre, chez nous, c'est bien dans l'appartement. Ouais. Mais bon, c'est plutôt pas mal parce que l'hiver ça chauffe la chambre avec la perte thermique. Donc à la limite, tu as besoin de se isoler. Mais l'été, ça chauffe aussi la chambre. Du coup. Donc c'est toujours un compromis, hein, de toute façon. Mais le chauffe-eau est un vrai sujet, il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Il y a vraiment beaucoup d'économies à faire. De toute façon, c'est simple. Moi, avant mon chauffe-eau par an, je consommais, il y a 10 ans, je consommais 1600 kWh par an. Avec mon chauffe-eau de 250 litres. Hein. Ouais. Maintenant, on est toujours deux, on n'a rien changé à nos habitudes. Là, pour le coup, on ne se fait pas de compromis ou quoi que ce soit, on n'a rien changé. Maintenant, je suis à 400 kWh par an. De 1600, je suis passé à 400. J'ai divisé par 4. Ouais. Donc c'est énorme. Donc 75% d'économie, et ces 75% d'économie, c'est en faisant la combinaison, c'est pas un seul paramètre, c'est à la plein de fois paramètres. En chauffant tous les 2 jours, en surisolant, en diminuant la taille, et en consommant moins d'eau aussi. En réorientant le surplus de ta production solaire, vrai. Même si c'est anecdotique, ça joue quand même un petit peu. Et la somme de toutes ces petites... Mais c'est comme beaucoup de choses en fait, c'est pas un paramètre unique, c'est la somme de plusieurs paramètres. Quoi. Ouais. Et donc en consommant moins d'eau, mais pas en se contraignant, hein. Simplement avec le pommeau de douche qui permet de pulvériser un peu l'eau. Moi j'ai un limite 3 litres minute, et ma femme quand elle le met à fond, je te dis c'est 5 litres minute à peu près. Et puis en ayant un thermostatique au niveau du mélangeur, ça c'est vraiment bien parce qu'on a tout le temps la température constante et donc on a le confort qui est garanti. Et du coup, on ne cherche pas sa température à régler pendant longtemps, parce que le mélangeur comme ça, là, c'est pas très drôle, quoi. Et sur le pommeau de douche, je voudrais faire une observation, parce que les gens s'imaginent que c'est spartiate, ou que c'est... alors qu'en fait, pas du tout. Pour le coup, moi je l'utilise depuis des années. Le mien, il vaporise de l'eau, donc je consomme quasiment 2 fois moins d'eau lorsque je l'utilise qu'avec un pommeau de douche classique. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est confortable en fait. Ça fait une espèce de vapeur d'eau qui vous arrive sur le corps et qui est même plus confortable. Il y a des gens qui achètent ces pommeaux de douche pas pour faire des économies, mais parce que c'est plus doux et plus agréable que d'utiliser un truc qui consomme plus. Alors en fait, je crois que tu as dit que tu consommais 2 fois moins qu'un pommeau de douche, je crois pas. Hein. Un pommeau de douche, parce que moi j'ai un truc là, tu sais, j'ai un truc en plastique qui te donne le débit, mais sinon tu comptes dans un seau, comme ça. Moi j'ai regardé combien je consommais. Hein. Et donc en fait un pommeau de douche normal c'est 12 litres minute. Et un pulvérisateur tu es plutôt dans l'ordre de 3 litres minute. Donc c'est 4 fois moins. Et ben, je pense que c'est ça. Hein. Écoute, tu vas acheter le même pommeau de douche que moi apparemment, donc ce que tu pourras faire, tu feras un test, tu as un sélecteur, tu as 3 positions, tu mettras la position qui est la plus à gauche et la position sur vapeur d'eau. Et moi les tests que j'avais fait c'était 2 fois moins. Après, si on arrive à 4 fois moins, tant mieux. Mais 2 fois moins, c'est déjà pas mal. Ouais. Et alors, quand on achète un pommeau de douche aussi, moi le mien, donc il vaporise un peu, mais surtout qu'il y a des trous très très fins qui donnent beaucoup de puissance en fait, hein, parce que c'est ça qui peut manquer si on a moins de pression. En fait, si on lui met pas un réducteur de débit entre le pommeau et tu dévisses le pommeau de douche. Tu mets une pièce de 20 centimes par exemple, dans laquelle tu perces un trou. 2 centimes. 2 centimes par exemple. Ouais, c'est Barnabé qui avait montré ça. Donc tu prends une pièce de 2 centimes, mais il faut pas le dire, faut pas le faire. On n'a pas le droit de détruire la monnaie. Mais une pièce de 2 centimes, ça passe pile poil. Mais donc il suffit de prendre une pièce métallique de la même taille qu'une pièce de 2 centimes. On fait un trou de 2 ou 3 mm. Et ça permet de réduire, de toute façon, à tout le monde, ça fera du 4 litres minute ou 5 litres minute maximum, quoi. Donc ça, c'est un réducteur de débit qui est fait pour la douche. Alors qu'on connaît les réducteurs de débit, les mousseurs qu'on met dans les robinets. On a tous des petits mousseurs là, verts qui permettent aussi de réduire le débit. Mais là, c'est carrément, on réduit vraiment, on laisse passer l'eau que par un petit trou qui, du coup, en fait, accélère à la fin et va être vaporisé. Ouais. Et donc, du coup, la somme de tout ça, c'est 75% d'économie sur la facture. Exactement. Après avoir tiré la chasse... Ah oui, donc alors, j'ai tiré la chasse d'eau. Ouais. En fait, je recharge maintenant avec mon eau de pluie dans un bidon 5 litres. C'est des bidons que tu achètes avec du vinaigre ou des trucs comme ça. Alors, l'avantage en plus, c'est que ça va beaucoup plus vite que quand tu veux tirer des fois 2 fois. Tu recharges beaucoup plus vite que quand tu attends la recharge avec l'eau courante. Et donc, depuis le mois de septembre, alors que là on est en avril, j'ai pas utilisé une goutte d'eau courante pour mes WC. Et donc là, je vais recharger.
Donc, juste sur la terrasse, on voit ici, donc j'ai 6 bidons de 20 litres que j'ai récupérés parce qu'en fait les magasins bio, ils ont, tu sais, des gros bidons de 20 litres là, pour les trucs en vrac. Et ben en fait ils les gardent pas, ils les jettent. Donc ça les arrange en fait que je les récupère. Donc d'ailleurs bah voilà, fleur à savon. Donc là je les ai récupérés, j'en ai 6. Les gens commencent à connaître, je pense, les tuyaux en plastique là, qui vont du fond au fond de l'autre, ce qui fait que ça reste à niveau constant. Ça reste à niveau constant, c'est absolument génial. Moi, je ne suis pas du tout physicien. Quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. Donc là, je remplis avec ma petite pompe à main. C'est du low-tech là, pour le coup. Ça remplit assez vite. On voit le niveau ici, là, qui va diminuer fortement, mais ça va venir s'équilibrer, celui d'à côté va venir s'équilibrer. Oui, donc du coup, ça se remplit tout seul, parce que ça s'aligne sur le niveau. Exactement. Et alors, le truc bien, c'est que là, le système, en fait, si tu regardes ici, là, donc j'ai de la gouttière avec un genre d'entonnoir métallique au-dessus. Et donc là, j'ai mis un petit entonnoir alimentaire que tu achètes dans les magasins, avec au bout, pile poil, rentre là-dedans, à l'intérieur, là, donc il y a un tuyau d'arrosage qui fait 5 mètres, que je passe sous la dalle et que je récupère ici, là. Tu vois, le tuyau d'arrosage, il vient là. Il passe sous la dalle, il vient là. Et donc là, j'ai de l'eau en permanence, parce que tu vois, il ne pleut pas là. Hein. Mais comme les toits d'immeubles, ils sont faits pour garder un certain temps l'eau, pour pas encombrer les tuyaux de la ville. Et ben là, j'ai mon tuyau, tu vois, là, regarde, ça coule en permanence. Pourtant, il pleut pas. Et ça coule bien. Hein. Donc là, pendant 5 jours après la pluie, bah tiens, là, ça va déborder. Tac, ça a été trop vite là. Et donc, je disais, oui, pendant 5 jours après une pluie, j'ai de l'eau qui tombe et qui remplit ma réserve d'eau. Bon, donc j'ai un peu de manutention, mais mine de rien, moi je pensais pas que l'eau des WC c'était autant. C'est-à-dire que j'ai regardé 50%, c'est 50% de la consommation d'un foyer en moyenne. C'est la moitié, c'est la moitié. Écoute, moi justement, j'ai remarqué, j'ai baissé de 40% ma consommation d'eau. À 2, dans l'année, je suis passé là de 43 mètres cubes à l'année, je suis passé à 34. Et donc, ça fait combien? On est en avril, ça va faire 7 mois là, sans eau du tout courante pour les WC, c'est génial. Et franchement, enfin tu l'as vu, c'est pas compliqué. Quoi. Et donc du coup, tu as mesuré et ça fait 40% de baisse. J'ai regardé sur les 3 mois de l'année, de septembre à décembre, donc 3-4 mois, ça m'a fait 40%. J'ai trouvé un truc génial, ce petit machin là, qui permet pour laver les légumes, on peut se laver les mains aussi, hein, mais il faut être un peu patient pour enlever le savon, quoi. Mais ça marche bien. Hein. Le compteur là, il montre rien, quoi. Je sais pas si arrive à voir quelque chose d'ailleurs. Non, on voit rien à l'image. C'est dingue, hein. Et le compteur il montre rien. Et là, tu laves les légumes nickel. Hein. Et quand tu passes là, tu as 3-8 minutes. Alors 3-8 minutes, c'est pas très rapide hein, déjà. Il faut savoir que c'est plutôt 8 à 12 litres minutes, hein, un robinet normal. Donc là, tu consommes vraiment beaucoup moins. Et donc, la douche, j'ai donc un pommeau de douche, pas comme le tien, mais bon, je vais voir le tien s'il est mieux. Mais effectivement, là, on voit. Je sais pas si on voit, mais c'est un petit peu pulvérisateur quand même, tu vois. Le truc là, c'est que là-dedans, effectivement, il y a un limiteur de débit qui me limite le débit à 4 ou 5 litres quand on est à fond. Là, donc je consomme assez peu, mais comme tu dis, moi, ma femme, elle a besoin d'un jet qui soit assez pulsé, donc on verra le brumisateur, quoi. Et donc, le matin, en fait, le chauffe-eau, il est au rez-de-chaussée. Et avant que l'eau chaude elle arrive, ça c'est le problème que tout le monde connaît, on n'y échappe pas, sauf ceux qui sont au gaz peut-être ou qui ont un truc courant. Mais je mets de l'eau simplement, je laisse couler l'eau là-dedans dans ce seau. C'est un seau qui fait 5 litres. Et en fait, je sais que j'ai 5 litres justement. Moi, à chaque fois, au lieu d'avoir toutes les 30 secondes à dire est-ce que l'eau est chaude, je sais que quand je suis arrivé ici, l'eau elle est chaude. Et l'eau, je prends le seau et je vide ça dans mon WC tout simplement. Et donc j'ai aussi le robinet thermostatique qui est très bien. Parce que c'est le robinet thermostatique, c'est pas le mélangeur bête comme ça, là, où on va chercher l'eau chaude en cherchant longtemps. Là, je règle 38 degrés, j'ai 38 degrés, quoi. Et ma température, c'est 38. Et quand l'eau elle est chaude, elle est à 38 degrés. Et quand j'éteins, parce qu'évidemment, entre 2 savonnages, tout ça, on éteint. Et quand on éteint, on remet, on a 38 tout le temps. Ça évite de perdre du temps à tout le temps régler la bonne température et donc à perdre de l'eau.
Donc ça, c'est des petits trucs tout bêtes, mais ça fait faire pas mal d'économies. Mais on en revient à ce dont on parlait, en fait, c'est la somme de toutes ces petites choses qui font les économies, quoi. Voilà. Et donc, moi, une douche, Tu économises 1% 10 fois, tu as économisé 10%, et puis tu économises 5 fois 10%, tu as économisé la moitié de ta consommation. Moi, ma devise, c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la même chose. Voilà. Alors, c'est marrant parce que sur l'énergie, c'est le truc que j'ai mis. Mon bouquin sur l'énergie, c'est la phrase que j'ai choisie pour résumer le bouquin. Ah ouais? Ouais. Je l'ai pas encore acheté. Je te l'enverrai par la poste. Donc en fait, moi j'ai une batterie de bagnole là, j'ai trouvé, hein, mais j'en avais une autre avant qui était beaucoup plus grande, mais elle a cassé il n'y a pas longtemps. Et en fait là je fais pas grand chose. J'ai juste un panneau solaire qui donne du 16 volts au mieux. Là c'est une batterie, ça se charge avec un alternateur de voiture à 14,4 volts. Bon, enfin vu la puissance du truc, c'est pas grave. Et donc j'ai mis une diode ici. La diode elle permet de faire passer le courant dans un sens et pas dans l'autre. Donc là on voit le petit trait, il veut dire que par là le courant il peut pas aller. Ce qui fait que la nuit la batterie va pas se décharger dans le panneau solaire. Donc là le panneau solaire, quand il y a du soleil comme en ce moment là, il vient charger et maintenir la tension de la batterie. Donc moi tout l'hiver, toute l'année en fait c'est comme ça. Et donc là bon elle est pas très très haute parce qu'il y a l'hiver qui vient de passer, je suis à 11,7 volts. Mais ça c'est ça donne la tension donc. Mais voilà, il suffit que je la recharge une fois et puis voilà. Et donc l'intérêt d'avoir une batterie comme ça, c'est que moi j'ai récupéré on connaît ces trucs là, c'est des onduleurs de bureau là pour mettre les ordinateurs et quand il y a une coupure électrique l'ordinateur il reste allumé. Et ben en fait j'utilise ça fait 700 watts, 700 VA plutôt, donc ça peut faire ça en watts, ça dépend ce qu'on met comme consommateur. Et donc j'ai des câbles ici, je me suis fait une petite prise. Ce qui fait que ça, je branche la batterie là-dessus. Et ce qui fait que j'ai du 230 ici. Et ça me permet d'avoir du 230, voilà, comme ça, point. Mais moi, en fait, mon problème, c'est que comme j'ai des volets électriques là dans mon appartement, s'il n'y a plus d'électricité, je suis un peu coincé. Donc un truc qu'il ne faut pas vraiment faire, mais que je donne comme ça, mais il faut faire ça vraiment avec beaucoup, beaucoup d'attention. Si on a une coupure électrique, une coupure EDF, une coupure secteur, eh ben on disjoncte son disjoncteur principal de l'appartement ou de la maison. Donc on s'isole complètement du réseau électrique. Et dans ce cas-là, en faisant ce système-là, avec une prise mâle-mâle, c'est-à-dire qu'une prise mâle comme ça, qu'on branche ici, et l'autre bout, donc mâle aussi, on le branche sur une prise secteur, qui n'est pas secteur, parce que là on est isolé du secteur, hein, et ben la batterie va venir alimenter tout l'appartement. À ce moment-là, j'ai l'électricité dans la maison avec une capacité évidemment très limitée, mais maintenant vous connaissez bien, il y a des batteries qu'on voit partout sur YouTube qui ont beaucoup plus de capacité avec une technologie LFP ou lithium-ion, etc. Et donc là, on a de l'électricité dans toute la maison et moi, juste avec cette batterie-là, au moins, je peux lever tous mes volets et même faire un petit peu plus. Oui. Et allumer l'ordinateur, tout ça. C'est dans une optique d'une situation d'urgence. Exactement. Si tu as besoin de lever tes volets, que tu es bloqué, que tu veux ouvrir tes volets, avec ce système, ça te permet de lever tes volets. Exactement. Parce que les volets, mine de rien, un volet, là, moi, c'est 180 watts à chaque fois. Ouais, alors, pendant 20 secondes, mais c'est 180 watts quand même. D'accord. Et donc, une batterie de bagnole, ça peut débiter beaucoup de watts. Oui, c'est 600 ampères, un truc comme ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour, au démarrage de la voiture, balancer beaucoup d'un coup, quoi. Là, on voit d'ailleurs 600 ampères. Donc, quand on multiplie 600 ampères par 12 volts, ça fait 7200 watts. Donc, ça fait beaucoup. On n'a même pas forcément ça comme abonnement chez EDF. Enfin, les batteries récupérées, tout ça. En fait, quand on dit que Fred il fait de la domotique, il y en a vraiment de partout, quoi. Alors, la domotique, c'est pas de l'électronique non plus. Hein. Ouais. Là, c'est vraiment... Donc le Raspberry Pi, on a vu, c'est un truc qui vaut 30 €, qui consomme 30 watts. Et gratuitement, il y a des logiciels open source, libres. Domotique, c'est un logiciel qui existe depuis presque une dizaine d'années, je dirais. Et qui marche très bien et on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a que l'imagination qui est limitée là pour le coup. Donc là ici je suis branché directement sur mon Linky parce que sur le Linky il y a de petits fils que vous verrez qui sont, c'est tout à fait légal d'avoir ça. C'est Téléinfo ça s'appelle et avec ça là j'ai les informations du Linky. Je peux zoomer, vous voyez comme ça là à la minute près quasiment et je sais que là par exemple j'étais à 60 watts à 17h25 samedi dernier. Je vois aussi ici la consommation d'une journée, et j'ai l'historique comme ça. J'ai aussi l'historique de l'année dernière et de cette année, de combien j'ai consommé par jour, sur le mois passé, là. J'ai même une tendance, si je veux, voilà, une droite des moindres carrés sûrement.
Et ici, j'ai l'utilisation de l'année et le comparatif depuis que je le fais. Donc là, on voit depuis 2014 ma consommation sur le mois. Là, je suis sur le mois de décembre, par exemple. Comment elle a diminué? Quand je te disais que j'avais beaucoup diminué, j'étais passé de 5000 kWh par an à 2000 kWh. En 2014, j'étais à 763 kWh sur le mois de décembre. Et là, je suis à 357. Un petit peu moins quand même. Et quand on voit que ce que je viens de montrer là, avec ce logiciel-là, on l'a sur tous les trucs. Donc là, j'ai mon panneau solaire. Tiens, si tu veux voir un panneau solaire quand il fait beau, là, par exemple, on n'a pas eu de très très belles journées ces derniers temps. Donc on a tout le temps des nuages, mais normalement j'ai des belles courbes comme ça. Enfin là, c'est pas très joli, mais j'ai des belles courbes comme ça. Mais là, on n'a pas eu de très beaux jours ces derniers temps. Et là, pareil, j'ai le rapport, les machins, etc. Et donc, pour montrer que c'est très anecdotique quand même mon panneau solaire et que c'est plus pour apprendre et pour le fun, mais je regarde en 2023, j'ai produit 203 kWh. Par contre, grâce à mon PV routeur, contrairement à beaucoup de gens, je suis à 100% d'autoconsommation, peut-être 99%. La plupart des gens, ils sont à 30%. C'est-à-dire qu'ils consomment seulement 30% de ce qu'ils produisent. C'est-à-dire que l'investissement énorme qu'ils ont fait en achat de panneaux solaires, en fait, ils ne l'amortiront jamais parce qu'ils consomment que 30% de ce qu'ils produisent. Alors que moi, avec mon PV routeur, je suis à 100% de consommation. Alors attends, donc 203 kWh, c'est-à-dire c'est ma production. Environ 45 €. Si les gens veulent savoir, voilà, c'est 50 €. On est de l'ordre de 45-50 €. Ouais. Ça, c'est ce que j'ai produit. Ouais. Donc, en fait, avant, quand j'ai mis mon panneau au début, je devais être encore à des consommations de 3-4 000 kWh par an. Ouais. Donc 200, tu te dis, c'est pas grand-chose. Maintenant que j'ai baissé ma consommation tellement bas que je suis à 2000 kWh, ça devient significatif. Ça devient 10% de ta consommation. 10%, ça significatif. Pareil, ça c'est un autre truc que je défends. Sur les panneaux solaires, c'est un truc que j'ai expliqué sur ma vidéo sur les panneaux solaires, c'est que les gens ils comprennent pas que le but c'est aussi d'avoir une démarche pédagogique pour prendre conscience de notre consommation, et quand on le fait, le panneau solaire, du coup, il va pas produire énormément d'électricité, mais il va nous faire baisser l'électricité qu'on consomme. Et alors là, c'est bien parce qu'on n'en a même pas parlé avant, mais effectivement, c'est tout à fait ça. Et moi, l'association avec qui on a acheté des panneaux solaires comme ça, groupés sur le Bon Coin, c'est donc un truc d'informatique, d'électronique, de logiciel libre, etc. Et les gens qui en ont acheté, ils ne sont pas écolos particulièrement, ou pas du tout, ils consomment énormément, même certains. Et ils m'ont dit que grâce aux panneaux solaires, ils avaient énormément baissé. Et pourquoi ils ont énormément baissé leur consommation? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte de ce qu'ils produisaient. Ils ont acheté de domotique aussi comme ça, donc ils savent combien ils consomment. Hein. Et ils se sont rendus compte de la production qu'ils avaient et de la consommation à côté. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient des consommateurs en fait inutiles ou qu'il fallait gérer différemment, etc. Et moi, je connais quelqu'un qui a baissé, il partait de très très haut, hein. Il a divisé par 2 sa consommation. Mais il part de très 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 haut, hein. Lui, c'est pas comme moi, hein. C'est des dizaines de milliers de kilowattheures qu'il consommait. Ouais. Et grâce au panneau solaire, en fait, alors qu'il voulait pas faire d'économie au départ, hein. Il a un panneau solaire, c'était juste pour le fun, parce que c'est une association technologique, on va dire, pour apprendre, comprendre la technologie. C'est un outil pédagogique pour apprendre. Ouais, okay. Donc en gros, tout à l'heure, on a montré le compteur que je prête aux gens pour apprendre à leur consommation. Ouais. Si on veut pas de compteur, on peut prendre un panneau solaire. Ça a le même effet en réalité. Ouais. On se rend vraiment bien compte de ça. Alors les deux vont souvent ensemble. Moi, le panneau solaire que j'utilise, en fait, le panneau solaire en autoconsommation que j'utilise, il est relié à un système qui me donne en temps réel ce que je produis, et je fais le ratio entre ce que je produis et ce que je consomme. Et donc, naturellement, ça te donne envie de baisser. Bah oui. C'est psychologique, c'est dans la tête, tu as envie de baisser ta consommation parce que tu vois que tu produis moins que ce que tu consommes. Tu as vu aujourd'hui, là c'est hyper nuageux, il fait pas beau. Ouais. Là, en temps réel, là j'étais à 34, là on est à 33 watts de production. Et aujourd'hui j'ai produit 289 kWh, bon il est 16h14, hein, c'est pas encore fini, mais bon je vais pas dépasser les 300 kWh, les 300 Wh aujourd'hui, c'est ridicule 300 Wh. Et là aujourd'hui, je suis à 3650 Wh, donc 3,6 kWh de consommation à cette heure-là, sachant que j'ai mon chauffe-eau qui a chauffé ce matin. Ouais. Parce qu'il faisait pas beau, donc là je suis full secteur. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois que tu as résolu le problème du chauffage, le deuxième plus gros poste de dépense électrique, ça va être le chauffe-eau. Ah oui, largement. Ouais, chez moi c'est le cas. Et j'ai même la consommation là ici, tu vois, du projecteur. Donc tu vois, mon projecteur par exemple, je vois... on regarde la télé, bon là c'était le week-end, on regarde plus la télé, mais on est à 200 Wh par jour et il doit être allumé 3-4 heures, un truc comme ça. Donc ça fait 3 heures, c'est ça,
à 70, on avait dit 70 watts, on arrive à 210 Wh, c'est ça. Alors le frigo, c'est intéressant. Un frigo, l'hiver, il consomme, parce que chez moi en plus je chauffe pas beaucoup, l'hiver il va consommer 400 Wh par jour. Tu as vu, j'ai un frigo tabletop, c'est-à-dire qui fait 60 ou 80 cm de haut seulement. Pour 2 personnes, c'est largement suffisant. Et donc il consomme 400 Wh par jour l'hiver, et l'été il consomme 600 Wh, parce que dans l'appartement il fait entre 20 et 25 degrés, quoi, on va dire. D'accord. Donc on voit la différence, donc c'est quand même 50% de plus. De 400 à 600, il consomme 50% de plus l'été, quoi. Donc moi en fait, je suis arrivé à la domotique, je me suis intéressé à la domotique pour faire des économies d'énergie, en mesurant notamment. On peut programmer dans Domotics très facilement, ça s'appelle du Blockly. En fait, si on écoute, en fait c'est des petits pulses qu'on va chercher ici, d'accord ? Et donc c'est très simple, on assemble, et si ça ne s'assemble pas, c'est que c'est pas bon. Donc là par exemple, si il est 7h05, plus de 7h05 et moins de 7h06, donc je m'assure qu'il est vraiment entre 7h05 et 7h06, et que le radiateur, mais le radiateur bas et le radiateur de la salle de bain off, sinon, si présent, je suis pas présent, que telle heure, machin, enfin on peut faire des tonnes de règles, comme tu vois, et il n'y a que ton imagination. Là, c'est pour toute la gestion des radiateurs. Ouais. Mais j'ai des tonnes ici tu vois, j'ai des tonnes de scripts sur la météo, les machins, etc. Les volets par exemple, moi, alors là on peut faire aussi des trucs plus compliqués. Là il y a un langage de programmation qui est intégré, et ici, selon les prévisions météo, je vais ouvrir le matin ou pas les volets quand c'est l'été, pour donc me protéger du soleil ou pas. Et les prévisions météo, en fait, j'ai un indice ici qui, tu vois, de météo, là j'ai un indice 3 pour ce matin, il faisait pas trop moche, et 43, c'est-à-dire qu'il fait pas beau du tout. Cet après-midi, c'est le cas. Et donc moi, dans mes règles, j'ai dit, si j'ai un indice égal ou inférieur à 3, je sais qu'il fait beau, donc par exemple, quand c'est l'été, je vais laisser mes volets baisser. Donc je les lèverai uniquement quand le soleil sera parti. D'autant que j'ai mon panneau solaire qui m'indique s'il y a du soleil ou pas aussi. Donc en fait, j'ai plein de règles comme ça pour les radiateurs, pour les volets, etc. Donc, parce que les volets, mine de rien, j'ai calculé déjà, ça fait gagner 1 ou 2 degrés l'hiver ou l'été, selon qu'il y a du soleil ou pas. C'est 15% d'économie les pertes thermiques. Pour le coup, j'ai fait le calcul, je te filerai, c'est dans le deuxième bouquin, c'est 15% de pertes thermiques par la nuit si on ne ferme pas les volets. Voilà, tu vois, je dis 2 degrés, ça ne paraît pas loin de ce que tu dis. Et ça, je l'ai constaté. Et donc, moi, par exemple, je ferme mes volets automatiquement, donc une demi-heure après le coucher du soleil, histoire que je profite au maximum de la luminosité. Et que tu chauffes du coup dans la journée, et le soir, tu... Et par contre, le matin, c'est un peu mon réveil. C'est-à-dire à 8h30, tous les volets se lèvent. Ouais. Sauf l'été, je te dis, s'il va faire un très grand soleil, je les laisse... Ils s'ouvrent en fait juste 5 secondes, donc je garde la luminosité comme je suis plein sud. J'ai beaucoup de luminosité à travers les volets, et dès que le soleil il est plus sur les vitres, les volets ils se lèvent. Donc voilà, la gestion aussi d'énergie avec les volets, et à tous les moments, de toute façon je peux les monter ou les descendre, soit avec des boutons, soit la voix, ou comme je veux, quoi.